Mes parents connaissaient une famille de Fontevraud qu'ils ont rencontré lors d'un enterrement. Et on dit, eh ben Jean-Claude, où est-ce qu'il en est? Bon, il est pharmacien, il a son diplôme, il est militaire. Ils ont dit, bah, faut qu'il vienne à Fontevraud. Il y a le pharmacien de Fontevraud qui est mort, là. Il y avait un vieux pharmacien qui venait de l'Est, monsieur François. Et il faut qu'il vienne à Fontevraud, il y a une bonne place. Alors, on a pris contact avec le fils du pharmacien et on a donc conclu cette affaire. J'ai acheté ma pharmacie en mai 58 et je me suis donc trouvé à Fontevraud le 1er janvier 59 avec ma femme et mes deux filles, avec des dettes sur le dos parce que j'avais pas un sou d'apport personnel. Et j'ai commencé ma vie professionnelle comme ça. Et le 15 janvier, 15 janvier, dans la boîte de la mairie, au papier officiel, il y avait le départ signé par Michelet, garde des Sceaux, le départ de la prison dans les quelques années qui suivaient. Alors ce qui m'a inquiété un peu au début, mais sans trop, parce que les amis avaient dit à mes parents, la fermeture de la centrale, il en est question depuis déjà longtemps, ça se fait jamais, il n'y a pas de raison que ça se fasse maintenant. En fait, je suis tombé juste dedans, moi. Ma préparatrice, m'apprenant à connaître les clients qui passaient dans la rue, me disait, ça c'est un surveillant, ça c'est un surveillant, ça c'est un surveillant. Mais je lui ai dit, mais tout le monde est surveillant alors ici, là. Elle m'a dit, bah oui, il y en a beaucoup, hein. Et effectivement, il y avait 200 surveillants. Il y avait un monsieur qu'on appelait l'infirmier. Il n'avait rien d'infirmier, c'était un surveillant comme un autre, mais qui faisait les fonctions d'infirmier. Et il m'apportait un grand panier de bouchées en osier tressé le matin, qui posait avec la liste des médicaments. Et je faisais ça tranquillement dans la journée entre les clients. Je remplissais le panier, il était plein le soir, hein. Il remportait le panier et moi j'envoyais une facture mensuelle. Ils consommaient quand même beaucoup de médicaments, hein. Ouais. Ils étaient soignés comme vous auriez été soigné, hein. Et c'était quel type de médicament? Vous voyez Tout, quel type de pathologie tout, passer tout. Il y a eu de la tuberculose, hein, pendant que j'y étais là. Parce que c'était des cellules épouvantables, hein. Tout le monde n'était pas dans ces cellules-là, hein. Ceux qui pouvaient être dans l'abbatiale, dans les étages que je vous dis là, c'était peut-être encore acceptable. Ceux qui étaient dans les cachots, c'était épouvantable, hein. J'allais quelquefois à l'infirmerie, qui se trouvait dans le quartier Saint-Lazare, actuellement l'hôtellerie, hein. J'y allais entre les murs qui étaient très hauts. On ne voyait pas les monuments du tout, hein. On ne voyait pas l'abbatiale, on voyait pas. Je m'en allais jusqu'à Saint-Lazare comme ça, où j'ai rencontré une infirmière. Il y avait une infirmière illettrée qui s'appelait Madame Barbary, qui était très gentille, très dévouée. Il fallait qu'elle ait du cran, hein, pour être infirmière de ces gens-là, hein. L'infirmière paraît au plus pressé, hein. Elle logeait sur place, Madame Barbary, oui, elle logeait sur place, dans la prison. Dans la prison logée, Elle euh, logeait au-dessus de la porte d'entrée. au-dessus de la porte d'entrée, oui, ça devait être son Sur logement. la place. Il me semble, hein. À droite, il y avait un escalier. Oui, il me semble qu'elle logeait là, oui. Le médecin était le médecin du pays, qui faisait 2 visites par semaine, qui faisait ses prescriptions, qui consultait comme chez lui. Il passait un par un, il passait peut-être un peu moins de temps, hein. Mais vous pensez que des détenus comme ça, renfermés, euh, mangeant, je ne sais pas, j'ai jamais été au courant de leur nourriture, Monsieur Maillet vous en dirait davantage là-dessus, n'étaient pas tous en bonne santé. Il y a eu de la tuberculose, il y avait beaucoup d'ulcères d'estomac, hein. Beaucoup, beaucoup. Alors actuellement, on a des remèdes sensationnels pour ça, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait tous ces traitements-là, et puis ceux qui avaient pas mal et puis qui se disaient malades, hein, s'ils pouvaient tirer un peu de régime, hein. J'allais voir le directeur, qui était Monsieur Meuvray à l'époque, euh, pour des, pour des choses entre nous, à régler entre nous. Par exemple, pendant un moment, là, les vignettes, il y avait eu vaguement un trafic de vignettes entre les surveillants et les caisses d'assurance maladie. Les vignettes étaient décollées sur les boîtes, des ordonnances faites par les médecins, c'était pas très bien. Mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. Parce que quand j'ai vu ça, moi j'ai un peu supprimé les vignettes. C'est pour ça que j'avais été contacté par M. Meuvray pour dire, bah non, moi nous on veut les médicaments dans leur intégrité, et je m'engage
à ce que l'ordre soit respecté. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'était rien du tout, quoi. Il y a quelque chose qui faisait tort aux commerçants de Fontevraud. C'était une coopérative alimentaire Ah oui, ça je vous en parlais pas. dans- Parce qu'il y avait une coopérative alimentaire dans l'intérieur de l'abbaye, à la prison. à la prison, une coopérative à laquelle avaient droit tous les surveillants. Tous les surveillants et directeurs. Hein. Épicerie. Alors il y avait. Je dis que la viande était fournie aux prisonniers. C'est pas forcément à la prison, c'est plutôt à cette coopérative. Je me rappelais pas du tout, oui, c'est vrai. Ça faisait tort aux autres commerces. Une autre chose qui faisait tort à ce moment-là aux commerçants, c'est que les surveillants étaient pris 8 heures par jour. Ils étaient par exemple de nuit, bon, ils avaient toute la journée libre. Et beaucoup de ces surveillants avaient une petite activité secondaire. Et bon, bah, ils faisaient des bricoles. Moi, ils m'ont réparé deux ampoules électriques. Ils ne travaillaient pas pour de l'argent, ils travaillaient pour rendre service. Hein. Non, non, ça c'était. Et ça gênait pour l'implantation des artisans. Quand on parlait de Fontevraud, on ne parlait pas de Fontevraud-Abbaye, c'était Fontevraud-Prison. Et quand ma belle-mère venait chez nous, passer quelques jours, à 6 heures du soir, il fallait fermer les volets, parce qu'il y avait les prisonniers. J'avais vu sur la prison, moi. L'usine où ils fabriquaient les chaises et les couvertures, là, était juste sous mon jardin, pas très loin. Et ma belle-mère avait une peur bleue, fermait toutes les persiennes à 6 heures du soir. Hein. Elle avait peur des prisonniers. Je lui disais toujours, s'ils s'échappent, ils ne viendront pas cogner à la porte. Hein. Ça m'étonnerait. C'est-à-dire que vous les voyez depuis votre officine, enfin depuis votre... On en voyait, oui, on en voyait. Il y avait des jardins au-dessus où ils travaillaient. Il y avait des peines plus ou moins grandes. Hein. Il y avait des longues peines. C'était des peines d'ordre civil. Hein. Dans la cour de l'abbaye, ça pullulait d'enfants. Hein. Comme c'était des familles relativement nombreuses, il y avait chez, comment ça s'appelle, tu sais, on a dîné plusieurs fois avec lui chez Jean Tarandeau, là, et je ne me rappelle plus. Il avait pas mal d'enfants, ça grouillait d'enfants. Moi, ma maison à moi, l'arrière de ma maison, ma première maison, donnait sur la cour qui donnait dans l'abbaye. On entendait tous ces gamins là, c'était gai quoi, comme si c'était bien, il y avait de la vie, hein. Il y avait beaucoup de vie à Fontevraud. Alors 500 détenus qui partaient, plus 200 surveillants et leurs familles, qui représentaient environ 500 habitants, ça faisait beaucoup de monde à partir. Hein. Alors d'autant plus que ces surveillants qui habitaient Fontevraud et la région, Turcan, Montsoreau, Cannes, Saint-Germain, Roiffet, toutes les petites communes environnantes, m'apportaient, quand ils venaient prendre leur service, des ordonnances. Hein, et les remportaient le soir quand ils quittaient leur service, pour rendre service à des voisins. Alors, me voyant perdre tout ça, j'ai commencé à paniquer quand même un peu. J'avais ma femme à élever 2 enfants, pas d'argent personnel. J'ai dit, il faut travailler. Et j'ai décidé d'ouvrir ma pharmacie de 9 heures à 10 heures du soir, j'ai même fait quelquefois un peu plus, sans fermeture le midi. Parce que les surveillants quittaient leur service à 1 heure ou leur prenaient à 1 heure. Donc ceux qui quittaient remportaient des ordonnances, ceux qui arrivaient m'en apportaient. Donc vous voyez alors la perte que ça pouvait m'occasionner. Hein. Et j'avais donc la perte de l'infirmerie de la prison, dont j'étais le fournisseur. Et j'estime que la fourniture en médicaments à la prison, c'était 20% de mon chiffre d'affaires, au moins. Au moins. Ça faisait vivre Fontevraud. Hein. Je vous l'ai dit, Fontevraud à ce moment-là, c'était pas l'abbaye, c'était la prison. Hein. Il y avait beaucoup de commerces. Comment c'était la vie dans le village à ce moment-là? Tout le commerce tournait autour de l'abbaye. Hein. Peut-être moins que moi, parce que moi je fournissais les prisonniers. Mais ça a sûrement gêné tout le pays. Hein. C'est bien que la municipalité s'est aussi tout remise en état d'essayer de pourvoir au départ de cette prison. Il y avait à ce moment-là, il y avait des bonnes relations entre certains élus de Fontevraud et M. Auré, qui était député, et M. Debré, Michel Debré.
Et on avait eu espoir à ce moment-là, moi j'étais pas dans le conseil, j'étais jeune arrivé moi, et on avait eu espoir à l'époque d'avoir une fabrique d'eau minérale, parce qu'il y a une source très importante qui se trouve pratiquement sous l'abbaye. Alors il avait été question de ça, d'une source d'eau minérale, de faire de l'embouteillage d'eau, c'est une eau très pure paraît-il. Pourtant on est dans un pays calcaire, mais enfin, paraît-il, elle était très pure. C'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Alors, il y a eu divers projets. Il y a eu d'abord les propositions de la mairie de fournir un terrain pour faire une autre prison sur Fontevraud. Nous, on voulait la garder, notre prison, hein. Et on avait proposé des terrains pour, à l'État. On disposait de terrains avec le grand camp militaire qu'il y avait. Et puis, il y aurait eu même des terrains disponibles, hein. Et on a proposé des terrains pour faire une nouvelle prison neuve, moderne. Ça n'a pas marché. Le choix a été porté sur Muret à l'époque. L'inconvénient de notre pays de Fontevraud, là, c'est que c'est en bout de secteur, c'est en bout de département, c'est en bout de région, ça a tous les inconvénients. On est à cheval sur 3 régions, les Pays de Loire, les Poitou-Charentes et région centre. Et on est absolument au centre de 3 grandes villes, Tours, Poitiers et Angers. On est à 70-80 km de chaque ville, c'est pas loin, mais il n'y a pas de voie, il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a rien. On était mal desservis, c'est un pays perdu, hein. C'est un pays perdu, Fontevraud. Après le départ de l'abbaye en 63, il y a 100 prisonniers qui sont restés pour aider à la destruction des murailles, des murs de ronde. Ils sont restés à l'époque sans détenus, avec une dizaine de surveillants, une vingtaine peut-être, je ne sais pas exactement, ou peut-être plus, peut-être. Et c'était des peines moindres qui ont aidé au travail de démolition. Et qui sont pas. Alors ceux-là, je les ai gardés comme clients, bien sûr, mais ce n'étaient pas les 500 clients d'avant, hein. Et comme ils avaient de meilleures conditions de vie, ils étaient moins malades que ceux qui étaient en cellule, hein. Quand la prison est partie, on avait une conférencière qui était exceptionnelle, Madame Bariadinsky. Enfin, elle me disait, Monsieur Bélanger, ne vous désolez pas, vous allez perdre votre prison, mais vous aurez l'abbaye qui va vous compenser largement. Vous aurez une pluie d'or sur Fontevraud. La pluie d'or, je ne l'ai pas eue, bien sûr. Mais enfin, il y a des commerces qui se sont développés à partir de l'abbaye. C'est-à-dire à partir de l'arrivée du centre culturel ou comment vous... Oui. Ah oui, quand même, oui. Oui, ça a quand même amené, pas 500, à me prévoyait 500 000 visites. On n'en a pas été là. On a été au début à 100 000, 120 000, 150 000. Peut-être, hein, c'était un monument un peu visité, qui moi m'apportait rien. Pourquoi? Ah, je vais vous dire ce que ça m'a apporté. J'étais content de voir les gens venir à Fontevraud. Je vais vous dire ce que ça m'a apporté. La cour, vous êtes allé dans la cour de l'abbaye? Vous avez vu commencer? Maintenant, j'espère qu'ils l'ont peut-être arrangé, peut-être pas. C'est pierreux, hein. Hein. Il y avait des gens qui venaient visiter et il y en avait toujours un qui tombait. Il y avait un surveillant qui me l'amenait à la pharmacie. Il y avait le genou, le coude, mais ça apportait surtout aux autres commerces. C'est créé après ce départ de prison, c'est créé une boulangerie, entre autres, sur la place principale, là, qui était digne de ce nom et qui pouvait accueillir tous les touristes, qui était très bien. Sont arrivés des petits artisans qui se sont installés parce qu'ils sentaient que Fontevraud, c'était quand même un pays qui pouvait être intéressant.